nous sommes face à une situation qui redevient très préoccupante. Je dois dire qu'on est sans doute à la veille d'un moment de bascule possible, forte et rapide. Si je raisonne semaine calendaire par semaine calendaire, nous n'avons pu que constater une augmentation lente mais certaine du nombre de nouveaux cas contaminés avérés positifs. Mais force est de constater aussi que si on fait le calcul sur les 7 derniers jours, en s'éloignant donc un peu du pas de temps semaine calendaire, sur les 7 derniers jours, donc du 27 janvier au 2 février inclus, nous totalisons 440 nouveaux cas, ce qui nous fait déjà passer au niveau du taux d'incidence de 50 pour 100 000, c'est-à-dire du taux d'alerte national. Et force est de constater que hier, nous avons franchi un pic journalier avec 120 nouveaux cas et qu'aujourd'hui, les chiffres ne sont pas encore totalement consolidés puisqu'il nous faut faire toujours un travail pour éliminer les doublons, toujours possible, mais nous pourrions à nouveau franchir la centaine de nouveaux cas rien qu'en une journée. Donc 440 cas sur 7 derniers jours, à comparer avec la deuxième semaine du mois de janvier, 177 cas, la troisième semaine, 320 cas, la quatrième, 330. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comment analyse-t-on la situation ? Je le redis, nous sommes toujours face à une très grande majorité de cas dits autochtones, c'est-à-dire des transmissions de Réunionnais à Réunionnais qui n'ont pas voyagé au cours des 14 derniers jours. Et si nous avons cette transmission virale et si elle s'intensifie ces derniers jours, eh bien, il faut se dire que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit de la malchance, c'est bien évidemment le fruit du non-respect des gestes barrières, en particulier du manque de distance physique entre les personnes, du non-port du masque au bon moment, au bon endroit, ce masque qui est soit pas porté du tout, soit trop souvent mal porté, lorsqu'on le voit uniquement au niveau du menton, alors que le masque doit recouvrir et le nez et le menton lorsque l'on parle, puisque l'objectif, c'est bien d'éviter les postillons. Et force est de constater que c'est peut-être aussi un manque de respect de l'isolement auquel sont contraintes les personnes contaminées ou les personnes contacts, puisque plus de 3 personnes sur 10 contaminés sont en fait des anciens cas contacts. Or, nous faisons tout pour que ces contacts ne se contaminent pas à leur tour. Donc cette proportion, forcément, nous amène à penser qu'une partie des cas contacts ne s'isolent pas suffisamment pour éviter à leur tour la contamination. Je dois indiquer également que nous avons bien sûr des clusters et que c'est à l'occasion de l'investigation de ces clusters, que ce soit des clusters intrafamiliaux ou des clusters professionnels, que l'on voit bien à quel point il n'y a pas eu le respect des gestes barrières à des moments importants, des moments critiques, c'est-à-dire des moments de cohabitation de personnes à l'occasion d'activités professionnelles. Je veux aussi parler des temps de pause déjeuner, qui sont des moments critiques parce que, bien évidemment, on enlève son masque pour manger, mais on ne respecte pas la distance physique, on ne prend pas les précautions, on ne se lave pas les mains avant et après, et tout ceci, donc, est bien à l'origine des transmissions. Quelques communes, aujourd'hui, sont particulièrement concernées par un taux d'incidence élevé, et ce sont des communes qui vont donc devoir connaître à nouveau des campagnes de dépistage ciblées en population générale. J'y reviendrai. Donc, si je parle de 87% de cas autochtones, ça veut dire qu'à contrario, on a 13% de cas dits importés, c'est-à-dire des cas que l'on peut effectivement relier à des voyages, à des retours de voyages récents, dans les 14 jours qui précèdent la contamination, que ces retours proviennent de Mayotte ou qu'ils proviennent de métropole. Alors, comment est-ce encore possible, en dépit du motif impérieux d'une part et en dépit du test négatif avant le départ d'autre part ? Eh bien,
Le motif impérieux, évidemment, ne supprime pas tout déplacement, ce qui serait rigoureusement impossible. Il les limite significativement, mais il ne les supprime pas. Le test négatif avant le départ, qui est pratiqué, mais que nous allons toujours plus contrôler, Monsieur le Préfet et moi-même, dans le cadre de nos attributions respectives, le test négatif avant le départ n'empêche pas non plus, on l'a toujours dit, une possibilité de contamination peu de temps après, puisque le test négatif peut ne pas révéler une situation d'incubation de la maladie. C'est le moment pour moi aussi de parler du fameux variant, de la présence des variants sur le territoire réunionnais, pour vous rappeler que nous avons déjà procédé à des analyses par séquençage, qui demandent une technologie précise, sophistiquée, qui est possible à La Réunion, mais avec beaucoup de limites et de conditions, qui a révélé la présence du variant sud-africain et maintenant du variant britannique sur le territoire réunionnais, avec quelques cas bien identifiés sur le nombre de cas qui ont été séquencés, mais qu'on soit très clair aussi entre nous, ce n'est pas parce qu'on peut déclarer aujourd'hui 9 cas variants sud-africains identifiés à l'occasion de ces séquençages ou un variant britannique identifié de la même manière que je vais, moi, vous certifier aujourd'hui que la présence de ces variants sur le sol réunionnais se limite à ces cas-là. Je ne peux évidemment pas vous dire ça. Donc, la présence des variants sur le sol réunionnais est certaine. Dans quelle proportion, il faut admettre que nous ne pouvons pas aujourd'hui la quantifier avec précision. Et c'est ce qui fait évidemment, c'est ce qui constitue évidemment un facteur de risque supplémentaire, de forte contagiosité, puisque vous le savez, ces variants, on sait encore peu de choses sur eux, mais on sait qu'ils ont malheureusement le pouvoir d'être beaucoup plus contaminants que la souche originale. Alors, cette situation, une fois que je l'ai décrite, je vais dire que, comme vient de le dire Monsieur le Préfet, évidemment, elle justifie qu'on se mobilise encore et toujours davantage dans une logique de prévention primaire et secondaire, ce qui signifie encore amplifier, renforcer, mais aussi diversifier la stratégie déjà mise en place, tester, tracer, alerter, isoler et maintenant vacciner. Tester, c'est la reprise des campagnes de tests ciblés en population générale sur quelques communes, à chaque fois que la situation le justifie tout particulièrement. Cette semaine, ça sera le cas des communes du Port, de Saint-Denis, de Saint-Benoît et de Saint-Louis. C'est aussi la volonté de l'ARS d'aller de plus en plus dans une logique aller vers, c'est-à-dire dès qu'on a la connaissance d'un début de cluster, eh bien de nous déporter sur le lieu, au plus près de là où se forme le cluster, là où il peut se développer, de façon à, on l'espère, en un minimum de temps, amener à nous des personnes qui accepteront de se faire tester et qui accepteront de se prêter au contact tracing pour gagner du temps et de l'efficacité dans une course contre la montre. C'est aussi la volonté pour l'ARS d'encourager et la population et les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, à pratiquer, plus qu'ils ne le font aujourd'hui, les tests rapides à orientation diagnostique, les fameux TROD, qui concernent en particulier les personnes qui présentent le moindre signe évocateur de la maladie, c'est-à-dire ne pas attendre, ne pas nécessairement voir son médecin, aller dans une officine de pharmacie qui pratique le TROD et qui peut donc poser un test à orientation diagnostique rapide, en 20 minutes, très fiable, considéré aujourd'hui comme fiable pour les personnes symptomatiques et qui permet par conséquent le déclenchement de l'isolement immédiat, et c'est bien l'objectif. Appeler à la responsabilité individuelle de tout à chacun pour accepter ces tests, se prêter à ces tests, parce que il y a encore quelques semaines, lorsque nous avons organisé des opérations de dépistage grand public, nous avons été quand même déçus, il faut bien le dire, par le faible nombre de personnes qui ont accepté de se prêter aux tests.
Et encore une fois, il faut aussi faire la démarche d'aller en pharmacie pour pouvoir bénéficier d'un TROD. Tracer et alerter, ça signifie que très concrètement, l'assurance maladie va encore renforcer ses effectifs pour appeler toujours plus vite un grand nombre de personnes, les personnes contaminées, leur entourage, les personnes contacts. Et l'ARS, de son côté, va mettre en place un suivi complémentaire à celui de l'assurance maladie, un suivi pour le retour des voyageurs dans le cadre d'un contrôle sanitaire renforcé aux frontières qui s'est déjà mis en place depuis lundi et qui consiste à appeler chaque voyageur dont on aura récupéré les coordonnées, surtout au retour de Mayotte, de façon à appeler les personnes à J9, c'est-à-dire après la septaine, pour être sûr que ces personnes ont bien fait leur test. C'est aussi l'engagement pour l'ARS d'appeler aussi à J9 les personnes qui ont été contaminées, mais surtout les personnes contacts, pour vérifier là aussi qu'elles ont fait leur test de suivi et que le test est négatif, bien évidemment, avant que de ne plus respecter l'isolement. Alors l'isolement, justement, je dois dire que depuis le début, on peut penser que c'est peut-être le maillon faible aussi de notre stratégie, de la mise en œuvre, en tout cas, de notre stratégie, parce que peut-être trop peu de personnes respectent bien l'isolement. Donc c'est le moment, en tout cas, de dire à quel point celui-ci est incontournable et doit se faire rigoureusement. Et là aussi, ce qui doit être introduit à présent, c'est le suivi infirmier à domicile, non pas dans une logique de contrôle et d'inspection, mais bien dans une logique de conseil aux personnes pour que les personnes respectent bien leur isolement à tout point de vue. Et là, je dois dire que le dispositif a commencé à se mettre en place à La Réunion, mais là aussi, nous avons déjà quelques difficultés, je tiens à le dire. Trop peu de personnes aujourd'hui acceptent ce suivi en isolement infirmier, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 15% de personnes qui l'acceptent, et c'est évidemment trop faible à notre goût. On doit aussi, je pense, pouvoir compter sur davantage d'infirmiers libéraux prêts à s'engager dans ce dispositif, même si le nombre a augmenté depuis quelques jours, parce que la réussite du dispositif repose et sur le nombre de personnes volontaires pour en bénéficier, et évidemment sur la disponibilité des infirmiers pour pratiquer ce suivi infirmier à domicile. Alors maintenant, la vaccination. Je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais redire que nous avons le vaccin Pfizer à notre disposition. C'est pour le moment le seul vaccin arrivé à La Réunion. Ça ne veut pas dire que c'est le seul vaccin que nous aurons dans les jours et les semaines qui viennent, mais c'est celui que nous avons aujourd'hui. Ce vaccin, il est aujourd'hui distribué dans le cadre de 8 centres de vaccination, dont 4 adossés aux hôpitaux, 4 dits centres ambulatoires que nous avons tous inaugurés ces derniers jours. Très précisément, à la date du 2 février inclus, puisque nous sommes le 3 aujourd'hui, je peux vous donner donc le dernier chiffre en date connu, 5600 personnes se sont fait vacciner. Cela représente 874 résidents en EHPAD ou équivalent, 2663 professionnels de santé éligibles. Cela représente 1544 personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile ou en équivalent. Et cela représente 517 personnes hautement vulnérables, c'est-à-dire des personnes qui ont pu bénéficier de la vaccination à titre prioritaire parce que orientées par les médecins traitants. Alors, là aussi, puisque mon propos est de ne pas être dans la langue de bois, mais bien de souligner les difficultés auxquelles on peut être confronté aujourd'hui, force est de constater que nos centres ne sont pas encore pleins. Ils ne sont pas encore pleins. On a un chiffre que je viens de vous dire qui peut paraître déjà encourageant, mais pas suffisant. Pourquoi ? Parce que pour la journée de lundi, par exemple, nous sommes arrivés à 93% de l'objectif de la journée que l'on s'était fixé. Donc ça laisse 7% de créneaux horaires qui auraient pu être pris pour des vaccinations supplémentaires.
Pour la journée de mardi, l'écart étant même encore un peu plus important puisque l'objectif a été atteint à hauteur de 85%, ce qui veut dire qu'on aurait pu vacciner davantage avec 15% de créneaux qui n'ont pas été pris. En termes de résidents pour les EHPAD, le chiffre que je vous ai indiqué représente un taux de vaccination de 51% des résidents en EHPAD, donc ça veut dire 1 sur 2. Bien là aussi, c'est une proportion en réalité trop faible à comparer avec la métropole, par exemple, où on sait que c'est 80% des résidents qui se sont fait vacciner ou qui veulent se faire vacciner dans les jours qui viennent. Donc, lorsque je dis ça, je dis je m'adresse au public prioritaire, et que ce soit clair, c'est-à-dire il est bien question là de donner la vaccination au public considéré comme prioritaire par le gouvernement, et tout particulièrement les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile, qui doivent être considérées comme véritablement ultra prioritaires, puisque je rappelle que malheureusement, ce sont elles qui sont les plus concernées par les formes graves de la maladie et par les décès. 2/3 des décès en France liés au Covid ont plus de 80 ans, et la quasi-totalité des décès sont le fait de personnes de plus de 60 ans. Donc, lorsque je dis qu'il faut pouvoir davantage prendre rendez-vous dans les vaccinations, je ne m'adresse pas à des personnes de moins de 75 ans qui ne seraient pas professionnels de santé, qui eux-mêmes peuvent bénéficier de la vaccination, mais à condition de remplir les critères d'éligibilité. Je m'adresse au public prioritaire qui peuvent donc bénéficier prioritairement de la vaccination. Et compte tenu des doses dont nous disposons d'ici le 28 février, notre objectif est de vacciner très exactement 22 985 personnes, donc un peu moins de 23 000 personnes, dont 7 000 auront reçu à cette date les 2 doses, donc soit à 21 jours, soit à 28 jours. Je termine mon propos en rappelant à quel point le vaccin qui est à notre disposition est un vaccin qui a été considéré à la fois à l'issue d'un protocole de recherche clinique, à la fois vérification faite sur le terrain, est un vaccin qui est considéré comme efficace pour protéger les personnes les plus vulnérables contre les formes graves de la maladie et contre les décès. Et c'est aussi un vaccin qui se confirme être sécurisant, au sens où l'Autorité nationale de la sécurité du médicament publie très régulièrement les statistiques d'incidents. Il y en a, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas, mais tout à chacun a la possibilité de regarder les chiffres et les constatations faites par cette agence en toute transparence. Tout ça est parfaitement lisible sur le site Internet.